Alors, je lance le PowerPoint et c'est parti. Alors, vous m'excuserez un petit peu si je bafouille, je suis toujours un petit peu impressionnée devant les auditoires, donc je vous préviens à l'avance, ça libère mon stress. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est de vous présenter une démarche qui a maintenant 10 ans au niveau du Centre Ressources Autisme et pour lesquelles nous ne sommes pas seuls, nous avons beaucoup de partenaires. C'est une démarche inclusive. Alors, je me reprends du début, je vous remets au début, pardon. Voilà, allons-y. C'est une démarche d'inclusion par le sport qui a été développée sur la Seine-Maritime précisément. Et cette démarche-là, elle a démarré en 2014, donc il y a une dizaine d'années, et c'était la rencontre de plusieurs partenaires, et notamment la rencontre du CRA avec le comité départemental olympique et sportif. Je vous avais dit que je bafouillerais, c'est fait, de Seine-Maritime. Et il y a un partenariat qui est né à ce moment-là en se disant comment on va faire pour créer une démarche et pour faciliter l'inclusion des personnes avec autisme au sein des clubs de sport. Notre idée, ce n'était pas que le sport aille aux personnes avec autisme, mais quelque part que les personnes avec autisme puissent aller dans tous les clubs de sport. Donc on a réfléchi pas mal, ça a été de longue haleine, il y a eu beaucoup de choses. Et puis on s'est dit, bah voilà, le point de départ, c'est de se dire que quand même, il faut qu'on développe des partenariats entre les clubs de sport et les établissements spécialisés. C'est un niveau. Des partenariats un peu différents aussi, avec l'idée d'avoir dans les clubs des créneaux dédiés pour les personnes avec autisme, donc une graduation différente. Et puis un troisième niveau qui était accueillir les personnes avec autisme directement dans des groupes, sans forcément que ceux-ci soient spécifiques TSA, pour qu'ils puissent être accueillis au même titre que tous les autres. Donc on a travaillé sur ces trois objectifs en même temps. Ce n'est pas une graduation, hein, ce n'est pas de passer de l'un à l'autre. C'était de se dire, ben voilà, on développe les trois partenariats en même temps parce qu'on veut arriver à plus d'inclusion et faciliter l'accès au sport pour toutes les personnes avec autisme. Alors, à l'époque, vraiment pour schématiser, hein, on imagine, il y a 10 ans, Samy, un petit garçon de 9 ans, il est porteur d'autisme, mais il est aussi fan de basket, fan de Joachim Noah. Et puis, ses parents voudraient qu'il se dépense, ils voudraient en fait lui trouver simplement un club de basket. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, premier obstacle. On ne sait pas où aller, on ne sait pas qui chercher, on ne sait pas qui va accueillir, quel club peut accueillir ce jeune porteur d'autisme. Donc, tout de suite à ce niveau-là, on avait plein de situations de familles qui étaient déjà coincées ou de personnes avec autisme qui n'accédaient pas, quel que soit leur profil. Et puis, en parallèle, on avait, alors encore une fois, je schématise, hein, imaginons Jérémy, 27 ans, qui est BE basket, lui au club de Rouen, qui est donc brevet d'État, qui a envie d'accueillir. C'est tout bon? Non, vous inquiétez. Qui lui a plutôt envie d'accueillir des personnes avec autisme au sein de son club, mais en fait, il ne se sent pas compétent. Ce qu'on retrouvait beaucoup et ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, il ne se sent pas d'accueillir des personnes avec autisme au sein du club. Il en échange avec les encadrants, on peut même imaginer que le club est partant. Et malgré tout, le club est partant, le BE il est partant aussi, mais ils ne se sentent pas compétents, ils n'ont pas la confiance, ils ont peur de mal faire. Et là, de nouveau, ils ne savent pas où s'adresser. Et on avait, il y a une dizaine d'années, alors on l'a encore parfois hein, dans certaines situations, mais il y avait cet obstacle au même niveau. C'est-à-dire que des deux côtés, on avait deux mondes qu'on n'arrivait pas, qui ne se rencontraient pas. Et là, l'idée, c'était pour nous de se dire comment on va faire pour lever ces obstacles-là. Comment on fait? Nous, ce qu'on voudrait dans l'idéal, c'est que notre ami Jérémy, il puisse, quand il a envie d'accueillir des personnes avec autisme, contacter le comité départemental olympique et sportif du 76, et qu'à ce moment-là, on puisse lui proposer une formation, et qu'il puisse se sentir, du coup, compétent pour accueillir des personnes avec autisme, qu'il soit aussi identifié comme dans un dispositif où on peut accueillir des personnes avec autisme et mettre des choses en place, pour que dans la foulée, imaginons que les parents de Samy viennent avec Samy en consultation, à ce moment-là, ou qu'ils aient cherché sur Internet, ils puissent découvrir l'annuaire des clubs, découvrir où sont les personnes sensibilisées à l'autisme, et qu'on arrive sur « j'ai découvert l'annuaire des clubs, je sais que Jérémy est formé à l'autisme, il y a une rencontre, ils visitent le club ensemble, ils échangent ensemble, on définit des modalités de démarrage, et au final,
bah, c'est un jeune qui peut être accueilli au club de basket avec des modalités qui lui correspondent, qu'il soit dans un petit groupe ou inclus dans un groupe de personnes dites neurotypiques. Donc la démarche, c'était de se dire, voilà les leviers et voilà les obstacles qu'on veut dépasser. Alors pour faire ça, on a développé en premier lieu une formation. C'est ce que je vous disais, hein, notre brevet d'État basket qui cherche comment se former, ben voilà, on s'est dit il faut qu'il puisse accéder à une formation, à quelque chose qui lui donne confiance. Donc on a développé le CRA en partenariat avec le CDOS. On a développé une première formation sur 3 demi-journées. On aborde c'est quoi l'autisme avec une description clinique un petit peu détaillée. On aborde les grands principes des aménagements. On discute ensemble de comment on prépare l'accueil. Et puis on fait de la pratique. Alors, on ne fait pas une pratique, on n'a malheureusement pas un club de foot à disposition ou un gymnase. Donc, c'est une pratique un petit peu plus théorique que ça, mais il y a un vrai partage d'expérience. Et aujourd'hui, il y a un moment où, en fait, il y a un autre brevet d'État qui va venir, qui lui accueille déjà, qui vient partager son expérience. Donc, aujourd'hui, la formation, quand on fait la formation sport et autisme, c'est 2 demi-journées que moi, je vais animer pour parler un petit peu théorie de l'autisme en tant que professionnel du CRA, avec quelques cas pratiques, etc. Et une 3e demi-journée où j'ai un collègue qui a un brevet d'État, qui a l'habitude d'accueillir sur sa discipline et qui va venir aussi partager la pratique sous un angle encore plus sportif et vraiment un angle de club de sport. Donc, l'objectif de cette formation, c'est d'encadrer la pratique sportive des personnes autistes en club, en fonction de sa discipline. Hein. Je ne fais pas spécifiquement l'escrime, la boxe, le basket. C'est tout le monde est ensemble, mais chacun s'approprie les choses. Et avec une inscription qui se fait forcément à travers le CDOS, le Comité départemental olympique et sportif. Pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment que la porte d'entrée, elle soit à travers les clubs de sport. Donc il y a une vraie volonté de ce point de vue-là. Je ne sais pas si je parle trop vite, en fait. J'ai l'impression de parler très, très vite. Non ? Merci. Alors, du coup, une fois qu'on a développé la formation sport et autisme, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même certains clubs qui étaient déjà, eux, plus experts, qui avaient déjà développé un accueil. On les a identifiés et puis qui sont vite montés en compétences. Et on s'est dit, comment on va faire pour flécher et pour mettre en valeur déjà ce qu'ils font, et puis pour flécher, c'est-à-dire que pour les usagers, il y ait une vraie possibilité d'identifier ces clubs-là. Donc on a développé un label sport et autisme. Auparavant, en Seine-Maritime, il y avait déjà 2 labels qui étaient en usage. Et du coup, un label handicap physique, moteur, malvoyant, un label sur le handicap mental et psychique. Et en fait, on a développé un label sport et autisme en 2016. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit 2 choses. On s'est dit, il faut qu'on mette en avant les clubs qui ont développé cette expertise-là. Et on pense que c'est une expertise différente de celle de handicap mental ou psychique. On pense qu'il y a besoin de stratégies encore différentes et que c'est important de les valoriser autrement. Donc, pour créer le label, il y a eu il y a eu plusieurs échanges avec des parents, des professionnels du sport, des professionnels de l'autisme, la CDSH, le CRA. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste créé ça à 2, on a vraiment travaillé sur un collectif et on a développé un cahier des charges. Pour avoir le label aujourd'hui, si vous êtes un club de sport et que vous voulez prétendre au label sport et autisme en Seine-Maritime, puisque c'est un label qui est lié à la Seine-Maritime, il faut déjà être labellisé sport et handicap. Il faut participer forcément à la formation dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut attester de 2 journées de présence dans un service spécialisé. Venir observer pendant 2 jours des personnes avec autisme. Pour ça, à l'origine, on s'est appuyé d'un réseau qui était un réseau d'établissements 276. Alors, ce n'est pas toujours si simple de fournir cet accueil-là, etc. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y ait cette possibilité d'observer 2 jours des personnes avec autisme. Il faut accueillir soi-même régulièrement des personnes TSA. Et puis, il faut se soumettre à une visite de label. C'est-à-dire que les collègues de la commission départementale olympique et sportive vont venir. Et puis, alors sans que ce soit une enquête, un petit peu s'assurer que ce qui est déclaré par le club, c'est vraiment ce qui se passe, qu'il y a vraiment des personnes porteuses d'autisme qui sont accueillies et qu'il y a des outils qui sont mis en place. Donc ça nous a permis de mieux différencier et de mieux identifier les clubs les plus spécialisés. Après, voilà, on est en 2016, 2017 et on se dit, voilà, on a formé, moi j'avais formé déjà une centaine de personnes.
Et puis on se dit, en fait, très régulièrement en formation, j'avais des professeurs qui venaient me voir en me disant, on est prêt, mais personne ne vient nous voir. On est prêt, on est formé, on a envie d'accueillir, mais finalement, les usagers, les personnes avec autisme ne viennent pas jusqu'à nous. Donc, on a réfléchi, on a été chercher un peu de ce côté-là. On s'est dit, en fait, il y avait deux choses. C'est que finalement, au moment où on a lancé la démarche, on n'a pas fait tant de pubs que ça. Ça n'a pas été connu tout de suite. Donc, il y avait beaucoup de parents, de professionnels, en gros, qui ne savaient pas que certains clubs commençaient à développer des compétences plus spécifiques à l'accueil des personnes TSA. Donc, il a vraiment fallu réfléchir à comment se faire connaître. Et puis, il y avait un autre message, c'était sport et autisme. Oui, c'est possible. Oui, je peux être une personne avec autisme, accéder à du sport et accéder dans de bonnes conditions. Il y avait une vraie appréhension, encore une fois des familles parfois, ou dont ce n'est pas toujours la priorité d'ailleurs, des personnes avec autisme elles-mêmes qui ont parfois été mal accueillies dans certains clubs, et aussi, il faut être honnête, des professionnels un peu spécialisés qui avaient une vraie appréhension à se dire... Est-ce que vraiment c'est ça la priorité? Est-ce que c'est ça l'important? Est-ce que là, on ne va pas mettre la personne avec autisme en difficulté, etc. Et il a vraiment fallu lancer ce message de sport et autisme, oui, c'est possible. Alors pour ça, on a décliné quelques actions. D'abord, pour se faire connaître, on a développé des permanences régulières à la MDPH. C'est-à-dire que, je crois, une fois par mois à Rouen et une fois par mois au Havre, il y a une permanence au niveau de la MDPH. Il y a un accès aussi à l'annuaire des clubs de sport qui se fait à ce moment-là. Et puis, il y a une personne de la commission départementale olympique et sportive qui est présente sur place et qui peut aiguiller un petit peu. Donc, on a fait ça. Ensuite, il y a eu, à quelques années d'intervalle, deux colloques vraiment spécifiques dédiés sport et autisme. Le premier en 2017, où c'était plus les débuts de la démarche. Et le deuxième en 2023, et là on voit vraiment une évolution, c'est que celui de 2023, 80%, pas tout, mais elle n'est pas loin de 80%, c'était le retour d'expérience. C'était les profs de sport et les usagers qui sont venus nous dire comment ils avaient pu bénéficier d'une pratique, et ils nous faisaient un retour d'expérience en nous disant c'était plutôt chouette forcément, parce que dans le colloque c'était le cas, mais voilà, on était déjà à quelque chose d'un peu différent. Et c'était de toujours montrer que sport et autisme, oui, c'est possible. Ensuite, il y a eu le copilotage d'une étude scientifique. Alors, on n'est vraiment que copilote. Il y a eu plein d'autres partenaires dans cette étude. Il y a une jeune femme qui a fait une thèse en Haute-Normandie, du coup, sur les compétences dans le tennis, les compétences de régulation émotionnelle des enfants avec TSA qui pratiquent le tennis. Et en fait, pourquoi on a voulu faire ça? C'est que, quelque part, aujourd'hui, on a peu de validation scientifique des bénéfices du sport dans le cadre de l'autisme. Et donc, c'est difficile. On a tous un constat clinique qui est évident sur les bénéfices du sport, mais on a peu de validation scientifique réelle. Donc, c'est vrai que d'encourager un petit peu de recherche et de données objectives, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, si vous souhaitez la consulter, alors j'ai mis le petit QR code, vous pourrez dans le replay peut-être scanner, ou je ne sais pas. Donc on a copiloté cette étude-là. Et ensuite, on a, en 2023, créé une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui s'appelle Sport et Autisme pour pas faire original. Oui, c'est possible. Parce qu'on a gardé notre slogan. Et donc, sur cette chaîne YouTube, en fait, l'objectif, c'était encore une fois de continuer à se faire connaître. Se faire connaître, nous, au niveau de la Seine-Maritime, mais aussi aller un peu plus loin, donner envie à d'autres, peut-être, régions, départements, de se lancer, et aussi d'avoir des supports. Pourquoi? Parce que, clairement, quand on essaye de monter une formation sport et autisme aujourd'hui, vous ne trouvez pas d'image. C'est extrêmement difficile de trouver des supports de formation vidéo. Donc, on s'est dit, à un moment donné, on a commencé à développer des choses, autant en profiter. Donc, pareil, la chaîne YouTube, vous pouvez la consulter. Et donc, ça fait 10 ans. Donc, voilà. Je ne suis pas peu fière, en fait. Mais, donc, ça fait 10 ans. Et sur ces 10 ans, pour vous donner une idée du bilan, c'est environ 400 personnes formées, 160 clubs, des professionnels spécialisés. En gros, on fait 2 sessions par an de 20 à 40 personnes, ça dépend des années. À la fois des brevets d'État, des bénévoles, des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants en APA aussi. Et le retour aussi, au-delà du fait qu'il y ait 400 personnes formées, parce que ça peut tourner un petit peu, c'est de vous dire que
le public a changé. C'est-à-dire que quand j'ai démarré les formations sport et autisme, et avant moi ma collègue, on avait la plupart du temps des professionnels du sport qui n'avaient jamais accueilli de personnes avec autisme, qui arrivaient en disant bah, nous on vient découvrir, on vient se rassurer, on ne sait pas du tout c'est quoi l'autisme. Là aujourd'hui, le contraste il est flagrant. La dernière formation que j'ai pu animer, sur les 25 personnes qui étaient dans la salle, je pense que toutes étaient déjà en situation d'accueillir des personnes avec autisme. Elles venaient chercher à compléter, à faire mieux, à développer, mais elles étaient déjà dans une situation qui n'est plus la même. C'est-à-dire qu'elles avaient déjà des choses très concrètes à amener dans le cadre de la formation. Donc je ne peux pas vous donner de chiffres sur le nombre de personnes autistes qui ont été impactées par la démarche, parce que, en fait, c'est impossible. En plus, il y a eu le Covid, donc ça n'a vraiment pas aidé à savoir ça. Ce que je peux vous dire, c'est plus l'impression que le public a changé et qu'il y a une habitude d'accueillir des personnes avec autisme qui me semble s'installer et qui est plutôt chouette. Et après, pour vous dire aussi que malheureusement, on a quand même du mal à couvrir certains secteurs géographiques. On ne peut pas tout couvrir, ça peut être compliqué parfois. Oui. Et en fait, pour vous dire aussi que y a des disciplines qui sont très, très variées. Et parfois, même pour moi, très inattendues. Alors, quand je vous dis tennis, foot, échecs, c'est plutôt classique, en fait. On pourrait s'y attendre. Mais moi, je peux vous dire que les premiers professeurs de plongée qui sont venus en me disant « nous, on y va », je dis « oulala ». Alors, le sensoriel, l'eau, le bruit, les odeurs, la technique, enfin, tout ce qu'il y avait autour de mes préjugés de personnes. Je dis « ok, ils vont essayer, mais je pense que ça va être très, très dur ». Et en fait, ça marche très, très bien. Donc, c'est une très bonne leçon pour moi, de la même manière que l'esprit. Où, en fait, en gros, c'est pour vous dire que finalement, quelle que soit la discipline, ce qui compte le plus, c'est l'envie de la personne, sa motivation à elle, et après de trouver les aménagements. Mais au final, voilà, on peut se laisser parfois surprendre par des disciplines inattendues et que ça marche très très bien. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas où chercher, je vous renvoie juste très brièvement à un document qui est en cours d'élaboration par la Commission européenne, qui s'appelle Sacré, vous le trouvez sur Internet. Ils sont en train, en fait, de faire des recueils de données énormes sur le sport et l'autisme. Et ils ont notamment, par exemple, élaboré un petit tableau qui dit la natation, ça correspondrait plutôt à quel profil et quels seraient les enjeux d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue moteur, d'un point de vue... Donc s'il y a besoin de se poser la question parce qu'on n'est pas sûr de la motivation, qu'on hésite entre plusieurs choses, vous pouvez aussi vous référer à ce document-là que je trouve plutôt bien fait. Donc pour continuer sur le bilan, le label Sport et Autisme, c'est 26 clubs labellisés actuellement. Des nouveaux clubs qui sont labellisés. Je pense qu'on est tous les ans, je pense qu'il y a au moins un nouveau club qui passe la labellisation. Maintenant, on peut avoir parfois des difficultés de suivi, c'est-à-dire des clubs qu'on a labellisés il y a 7 ou 8 ans. Des fois, il n'y a plus eu d'accueil pendant un certain temps et on ne le sait pas toujours. Donc c'est toujours un petit peu, on est en train d'essayer de revérifier et de revalider tout ça. Et puis à côté du label, il y a eu des démarches individuelles fortes. C'est-à-dire qu'on a vu des professionnels du sport monter en compétences, vraiment, et très, très au-delà de la petite formation sport et autisme de 3 demi-journées, développer des choses à une ampleur plutôt nationale. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment porté au-delà du label. Ils sont partis de là, mais ils sont allés tellement, tellement plus loin. Notamment dans les clubs de hand et dans les clubs de judo. On a des professionnels qui ont bien avancé là-dessus. Donc, il y a ce que nous, on a lancé, mais il y a aussi ce que certains s'approprient et redéveloppent par derrière. Du coup, pour faire le lien avec ça, quelques petites initiatives. Alors, sur la Seine-Maritime, qui ne dépendent pas du CRA ou de la commission départementale olympique et sportive, l'UMIS, l'unité mobile d'inclusion, c'est une unité de la Seine-Maritime, pour le coup, où des professionnels du sport qui connaissent bien l'autisme peuvent se déplacer dans les écoles, peuvent se déplacer dans d'autres clubs de sport et venir aider, étayer à la demande des clubs. Donc ils viennent notamment sur les zones, je vous disais tout à l'heure qu'on avait des zones qu'on a du mal à couvrir, ils viennent notamment sur ces zones-là. Pour venir étayer, il suffit d'un petit coup de fil et ça fonctionne plutôt pas mal. Dans les autres initiatives, alors il y en a plein d'autres, j'en ai pris 4-5, mais il y en a bien sûr beaucoup plus que ça. Il y a la formation judo et autisme, qui du coup maintenant est une formation nationale, où il y a 5 jours spécifiques sur le judo pour
à destination des enseignants pour du coup les personnes avec autisme, qui fonctionne très très bien, qui a lieu tous les 2 ans dans la région rouennaise. Le fameux outil pour accompagner la pratique des personnes avec autisme, donc développé par la Fédération française de sport adapté, qui là correspond plus à un guide, mais auquel on peut se référer et qui a été écrit et remis à jour il n'y a pas très longtemps. Depuis 2 ans, il y a aussi un certificat fédéral, sport et autisme. Donc ça aussi, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Je ne vous dis pas que ça vient de nous, je vous dis juste que ça s'est développé et que c'est génial. Donc ça s'est développé, du coup, ça fait quelques années maintenant qu'il y a ce certificat. Et puis ensuite, pour vous dire que, alors je vous ai mis en haut la stratégie nationale, alors pas la toute dernière, celle d'avant, pour vous dire que en 2018, quand cette stratégie-là est sortie, on a été cité, la démarche que je vous présente là a été citée comme exemple et comme inspiration pour d'autres départements. Parce que l'idée, c'était aussi de dire, s'il y a quelque chose qui marche quelque part, peut-être qu'on peut essayer de se l'approprier ailleurs. Donc, voilà. Je suis bien, je suis dans le timing. Trop bien. Du coup, pour conclure, puis je vous passe une petite vidéo quand même, j'ai le temps? Ouais, j'ai le temps. Pour conclure, alors je vous dirais des clubs de sport de plus en plus engagés dans les démarches inclusives. Un travail de communication et de création d'outils indispensables. Les colloques, la chaîne YouTube, les supports, il y a plein de choses comme ça. C'est important pour démarrer une démarche de ce type-là. En termes de perspective, il y a une réflexion actuellement sur comment travailler davantage sur l'accès au milieu aquatique pour les personnes avec autisme. Il y a une vraie réflexion, parce qu'aujourd'hui, la formation qu'on propose, elle s'adresse de manière très large à toutes les disciplines. Et l'eau et l'apprentissage de la sécurité dans l'eau, c'est quand même tellement spécifique que là, on n'est pas encore suffisamment accessible de ce point de vue-là. Alors, une des perspectives, c'est aussi d'avoir un poste dédié. C'est une demande, en fait, on n'est pas encore... pourquoi? Parce qu'on se rend compte que pour avancer encore plus loin, il nous faudrait quelqu'un, il nous faudrait un temps dédié que à ça. Que ce soit au CDOS ou au CRA, mais une personne qui a un mi-temps qui fasse que ça et qui fasse un lien encore plus important. Et puis, évidemment, c'est de vous proposer de nouvelles vidéos régulièrement en fonction des pratiques qui évoluent. Et le dernier élément, du coup, pour conclure, c'est de vous dire que ce qui fait que cette démarche, elle a aujourd'hui 10 ans, c'est le partenariat entre le CRA et le CDOS. C'est un partenariat fort, à la fois les acteurs du sport et des acteurs de l'autisme, avec une volonté vraiment commune et sur la durée. Nous, tout seuls, CRA, on n'y serait pas arrivés. Clairement, on n'aurait pas réussi à aller toucher le monde du sport comme on l'a touché. Le CDOS, je ne suis pas là pour les représenter, donc il faudrait leur poser la question, mais leur position, c'est aussi de dire, oui, nous, il nous fallait des experts de l'autisme. Donc, en fait, ce partenariat conjoint, c'est vraiment la force de la démarche en Seine-Maritime aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de développer des démarches de sport, ne pas hésiter à travailler en équipe. Et du coup, je conclue en vous passant une petite vidéo de témoignage. Ah non, il ne fallait pas sortir. Excusez-moi. Toc, vous avez tout revu en accéléré. Moi, ça fait 5 ans que je joue au basket. Je prends du plaisir à faire du basket, c'est vrai. On a découvert le club à peu près il y a 5 ans. Alexandre était autiste, mais aussi très dyspraxique. Ce qu'on lui a appris, on lui a donné un ballon et il se contentait de jeter la balle vers le panier. Voilà. Il ne comprenait rien aux règles. Attraper un ballon, envoyer une balle, tout ça, c'était très très compliqué. Aujourd'hui, il est quasiment complètement intégré et maintenant il comprend le collectif, il arrive à jouer avec ses camarades, à partager un certain nombre de choses avec les autres enfants grâce au basket en fait. Mon père avait trouvé un club d'athlétisme mais qui n'était pas adapté. J'ai gagné 3 médailles de bronze, 3 médailles d'argent et 4 médailles d'or et de coupe. Maintenant je me suis inscrit à 3 clubs de sport, je fais tir à l'arc, athlétisme et aviron.
On m'avait dit que c'était bien l'équitation pour lui et en discutant avec des personnes, on m'a expliqué qu'ici c'était adapté et donc pourquoi pas essayer. Donc on est venu voir et puis au départ il a dit non parce que c'était imprévu en fait. Une fois que je lui ai expliqué en quoi ça consistait, là du coup pour lui c'était hyper intéressant. Ils alternent avec une semaine de balade et une semaine de cours. Et ça permet en fait à mon fils d'intégrer, avec l'ensemble d'autres enfants ordinaires, d'intégrer des cours. Et ça pour moi c'est une chose importante. Votre cheval, il faut que vous le meniez, donc il faut que vous lui donniez des ordres. Donc vous avez à verbaliser. Il faut que vous vous imposiez. Ça permet de gagner en confiance en soi, en extériorisation, en autonomie, en autorité aussi. Et bien sûr, se crée autour de la personne qui guide tout un cercle relationnel. Ça nous a été proposé par l'IME. À la base, je ne connaissais pas, je ne savais même pas qu'il y avait des sports adaptés pour les enfants handicapés. Du coup, c'est super parce que Lucas adore ça. Il a fait un peu d'athlétisme, mais trop de règles, comme le foot, comme voilà. Alors que là, c'est plus libre, il peut vraiment laisser parler son corps et tout, et du coup, je pense que ça l'harmonise un petit peu. Avant la séance de sport, je suis un petit peu nerveux et puis à la fin, je suis calme, je suis tout détendu. Il se sent à l'aise, aussi bien avec des petits qu'avec des adultes et tout ça. Ils font des matchs et tout ça, et ils adorent ça. Puis, voilà, on s'aperçoit que le travail paye, puisque maintenant il y en a 3 à 4 qui peuvent jouer ensemble. Donc je suis le papa de Mathéo, d'un enfant de 7 ans, parce qu'il il retrouve beaucoup de liens humains ici, aussi bien avec lui qu'avec d'autres personnes, des enfants, des adultes. Il apprend aussi à mieux se servir de son corps, donc aussi bien pour marcher que pour courir, que pour lancer des objets, pour pouvoir les rattraper, ce qu'il ne faisait pas du tout avant. C'est vrai que des fois c'est difficile, mais quand on voit la progression des enfants, quand on les voit évoluer au cours des années et progresser, ça paye tous les efforts qu'on peut leur donner. Merci Laurence pour cette belle présentation. Si vous avez peut-être quelques questions maintenant, parce que généralement quand on attend les 3 interventions, c'est plus compliqué de poser des questions. Donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Les formations au CRA pour les encadrants sportifs ou animateurs sont à l'attention que des animateurs de Seine-Maritime, ou bien ça peut être en dehors de la Seine-Maritime, ça peut être dans l'Eure par exemple? Alors, pour le Crans. c'est prioritairement en Seine-Maritime parce que c'est un travail de partenariat avec le CDOS du 76. D'accord. Maintenant, il nous arrive régulièrement d'accueillir, quand il y a encore de la place, des professionnels qui sont dans l'Eure. D'accord. On n'a pas réussi à développer la démarche dans l'Eure. Avec le CDOS de l'Eure, non? Ça a pas... on n'a pas réussi, ça n'a pas marché. Le partenariat, c'est pas fonctionné et du coup, on a fait plouf. D'accord, merci. Mais on accueille bien volontiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Avec votre belle expérience, est-ce que vous avez des contacts avec l'Éducation nationale? Parce que l'Éducation nationale fait beaucoup d'activités physiques et sportives dans les écoles. Oui. Est-ce que vous avez des contacts, un partenariat qui permet un petit peu d'aller au-delà de la... Alors, je vais vous faire une réponse de Normande. Ça tombe bien, je suis à demi-normand. Bon, voilà. Alors, en tant que CRA, évidemment, on a des contacts avec l'Éducation nationale sur plein de sujets
le sport est au-delà, très nettement. Dans la démarche spécifique sport et autisme, elle peut s'adresser, si j'ai un enseignant qui vient me dire je veux développer du sport dans ma classe, est-ce que je peux venir participer à la formation? Évidemment, on essayera de l'accueillir. Souvent, on a les contraintes de l'éducation nationale qui font que ce n'est pas les bons créneaux, mais on essayera de l'accueillir. On n'a pas de partenariat dédié, par contre. Effectivement, ça peut être un axe à travailler. C'est par contre une des idées de l'UMIS que je vous présentais tout à l'heure, qui dépend du CDOS, c'est d'aller se déplacer dans les écoles pour justement faciliter l'accès au sport au sein des écoles. Mais ce n'est pas une démarche directement spécifique du CRA aujourd'hui. De nos partenaires, oui. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls sur le plan national. Voilà. Donc je vous dis, une réponse de Normande. Une petite dernière question. On passe à la suite. Merci de votre attention. Merci Laurence.